je représente des femmes de moins de 30 ans, féministes, écolos, LGBT. Et du coup, il y a ce truc de se dire, ces voix-là, elles doivent être portées aussi. Et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient, merci, on se sent enfin représenté à l'Assemblée. Et pour moi, ça a du sens de porter cette voix-là. Et quand c'était très difficile, je me disais, même si on gratte que des miettes sur le plan législatif, en termes de représentation, ça a un impact. Et de jeunes qui disent, moi je m'intéressais pas à la politique, mais maintenant je m'y intéresse parce qu'en fait c'est vous et ce que vous représentez qui m'ouvre cette porte-là. Et moi je dis toujours, mon rôle c'est de tenir la porte ouverte pour que d'autres puissent entrer après moi et qu'on finisse par être majoritaire et qu'on puisse en fait impulser un changement culturel dans les institutions politiques. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Marie-Charlotte Garin. Bonjour Marie-Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Marie-Charlotte, tu es députée écologiste de la 3e circonscription du Rhône, qui est une des circonscriptions de la ville de Lyon. Tu as été élue en juin dernier à l'âge de 26 ans. Et à l'Assemblée nationale, tu es membre de la Commission des affaires sociales. Pour commencer cette conversation, je te propose qu'on écoute un extrait de discours que tu as prononcé à la tribune de l'Assemblée nationale le mercredi 1er mars 2023. Allez-vous enfin reconnaître également la pénibilité des métiers fortement féminisés ? Et là, on parle bien évidemment de toutes ces femmes qui ont fait marcher le pays pendant la crise Covid, nos caissières, nos soignantes. Les critères de pénibilité, à l'heure actuelle, sont calqués sur des métiers masculins. Les métiers féminisés peuvent être tout aussi difficiles, puisque les femmes cumulent bien souvent des contraintes physiques auxquelles il faut ajouter des contraintes émotionnelles qui sont très importantes. Et j'ajoute aussi que les accidents du travail progressent chez les femmes alors qu'ils baissent chez les hommes. Et c'est la même chose pour les maladies professionnelles et les troubles musculo-squelettiques. Et j'ai envie de terminer en vous partageant un témoignage de Sarah, qui est infirmière à Lyon et qui nous a écrit suite au débat qu'elle a pu voir dans l'hémicycle. Elle nous dit « J'ai bossé pendant 6 ans en réanimation des grands brûlés à Édouard Herriot. 6 ans où je me suis brisé le dos. Les pansements duraient en moyenne 1h30 par patient chaque jour. Les patients prenaient en moyenne 20 kg d'œdème en phase initiale. On devait porter chacun de leurs membres pour faire leur pansement. Pour la plupart, les personnes étaient intubées, ventilées, séparées. Donc, elles étaient des poids morts. Des patients qui pèsent rarement 50 kg au départ, donc il faut tourner, porter la jambe, le bras d'un patient de 100 kg et ce sans aide mécanique. J'aimerais vraiment avoir leur avis de comment physiquement on peut ou doit tenir jusqu'à 64 ans. Leur avis, c'est votre avis à vous, le gouvernement. Vous avez tenté de nous vendre une réforme juste pour les femmes. Personne n'est dupe. Nous soutenons les femmes et nous demandons le retrait de cette réforme. Est-ce que tu peux tout d'abord nous raconter dans quelles circonstances tu as prononcé ce discours et dans quel état d'esprit tu étais ? Alors ça me fait sourire que tu aies choisi cet extrait-là. Donc là, on est dans le cadre d'un débat, c'est la semaine de l'Assemblée et c'est la semaine de contrôle et c'est la France Insoumise du coup qui demande un débat sur la question justement femmes et retraite. Et donc moi je m'inscris pour faire ce qu'on appelle la DG, donc la discussion générale, donc la déclaration que tu fais au perchoir devant tout le monde. Et sauf que ce jour-là, en même temps je suis en commission des affaires sociales sur un autre texte qui n'a rien à voir, qui est décalé et qui se retrouve l'après-midi pile en même temps que le débat. Donc là moi je me suis vraiment retrouvée à courir entre la commission et l'hémicycle. Et pour le coup, moi, je ressors de cette prise de parole en disant « C'était médiocre, j'ai pas été bonne. » Vraiment hyper frustrée, j'écris à mon équipe. Et en fait, c'était un énorme coup de stress puisque vraiment, littéralement, 3 minutes avant, je suis en train de défendre des amendements en commission. Je cours jusque dans l'hémicycle pour faire mon intervention. Et j'ai l'impression de la faire de manière pas automatique, mais en tout cas très concentrée, quoi. Un peu dans l'enchaînement de tout. Ouais. Et à cela s'ajoute la difficulté il y a des mots à la fin de l'extrait qui ne sont pas les miens. C'est ceux de l'infirmière à l'hôpital au service des grands brûlés. Oui. Et du coup, c'est encore différent quand ce n'est pas tes mots à toi aussi que tu portes.
Donc c'était... moi, je suis ressortie de ce truc, j'étais pas du tout satisfaite. Je me suis dit, oh là là, c'était pas bon, etc. Et mon équipe était, non mais ça va en fait. Et finalement, c'est une interview qui a très bien marché sur les réseaux sociaux, quoi. Et justement, quand tu dis que tu utilises des mots qui sont pas les tiens, moi, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, en fait. C'est parce que tu aurais pu argumenter de 1000 manières différentes. Et d'ailleurs, ce que tu fais au début de l'extrait, au début de ton intervention, que j'ai pas pris dans l'extrait, mais on peut donner des chiffres, on peut avoir un argumentaire extrêmement rationnel. Toi, tu as choisi de passer par le témoignage et de passer par la lecture, en fait, d'un témoignage d'une infirmière de ta circonscription. Pourquoi est-ce que tu as choisi ça ? T'as raison, c'est des interventions qui durent 5 minutes au total, et ça, finalement, c'est un extrait à la fin. En fait, des témoignages en tant que député, on en reçoit tout le temps, tous les jours, que ce soit les gens qui nous contactent, donc qui nous écrivent des mails, qui nous contactent sur les réseaux sociaux, les gens qu'on rencontre sur les marchés, dans notre circonscription, etc. Et là, sur la réforme des retraites, il y en a beaucoup qui sont très touchants, quoi, de personnes qui te disent « mais moi, je ne vais pas pouvoir travailler si longtemps ». Et moi, je ne le fais pas tout le temps. Il y a des élus qui le font de manière assez systématique. Je pense notamment à mon collègue François Ruffin. Et on voit que ça fait un peu râler, ou en tout cas que ça agite certaines personnes qu'on fasse rentrer ces vies-là dans l'hémicycle et dans nos débats. Mais je crois que le témoignage, c'est aussi ce qui incarne le mieux la réalité et l'impact que nos politiques publiques ont sur la vie et sur le corps des gens. Et que là, cette femme, elle ait pris le temps, après avoir vu nos débats, tu vois, de m'écrire pour dire, moi, c'est ça que je vis au quotidien. Je trouve ça hyper fort, et je le trouve fort, ce témoignage. Et c'est souvent quelque chose qui ressort, on a envie de leur dire, mais allez, passer un mois, quelques semaines dans la vie des personnes dont pour qui c'est pénible, en fait, dont le travail est vraiment une épreuve pour le corps. Et est-ce que, par hasard, tu te souviens de la réponse qui a été apportée à cette intervention, s'il y en a eu une ? On n'a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. En fait, là, c'est un moment où les discussions générales, enfin les déclarations au perchoir s'enchaînent. Et donc après, le ou la ministre répond sur ce qu'il veut, quoi. Donc souvent, ils vont jamais te répondre sur un témoignage global. C'est très très rare que sur un témoignage, ils t'apportent une réponse précise en réponse à un cas particulier. Et de manière générale, les témoignages, ils sont... C'est pas qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de valeur, mais ils sont un peu banalisés, quoi, de la part du gouvernement. D'accord. Donc Marie-Charlotte, l'idée de cette conversation, c'est avant tout de retracer ton parcours pour comprendre comment tu es devenue l'oratrice que tu es aujourd'hui. Attention. Et j'aimerais bien qu'on remonte il y a assez longtemps, parce que tu es élue très jeune députée, donc tu as été élue à 26 ans. Pour une députée, c'est jeune, tu es bien en dessous de la moyenne. Et je me doute que devenir députée à 26 ans, ça arrive quand même après quelques trucs. Et je me demande, c'était quoi tes premiers engagements ? Alors, mes premiers engagements par association, on va dire, ça a été ceux de mes parents, donc, qui étaient engagés dans les cercles de silence. Donc, c'est des cercles de soutien aux migrants qu'on faisait quand on était en Ardèche. D'accord. Les aides en termes de... Tu vois, nous, on faisait les pensions alimentaires, on s'occupait de trier les invendus des supermarchés, etc. pour donner à ceux qui étaient démunis. Donc ça, c'était quelque part des engagements d'enfant, parce que je suivais ceux de mes parents. Et après, quand je deviens étudiante à Sciences Po, je continue un peu là-dedans. Et je m'engage à Paris Solidaire, qui était une asso de solidarité à Sciences Po. Donc là, on fait des maraudes pour les personnes sans abri autour de l'université. On organise aussi des cours de français aux personnes en situation de migration. On organise les collectes alimentaires, les collectes de produits hygiéniques, etc. Donc mon premier engagement, finalement, il est social plutôt qu'écologique. Et est-ce que dans les rôles que tu as eus, par exemple, dans Paris Solidaire ou dans des engagements associatifs, il y avait déjà une dimension de prise de parole ou de défendre des convictions, ou pas encore ? Pas encore. Ça vient vraiment avec le militantisme qui intervient du coup après mes études, enfin le militantisme politique, parce que je pense que l'engagement associatif, c'est aussi une forme de militantisme. Donc, je dirais même le militantisme politique partisan, si je vais plus loin. Ouais. Mais par contre, moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais au lycée, parce que j'étais timide. Je crois que je suis toujours un peu. Mais à la base, du coup, je suis quelqu'un de timide. Et donc, j'ai fait du théâtre pour essayer d'être moins timide et être plus à l'aise en prise de parole en public. Est-ce que ça a marché ?
Je suis toujours timide, mais en tout cas, je suis plus à l'aise pour prendre la parole en public. Et aujourd'hui, là, contre la réforme des retraites, on fait des meetings. J'avoue que quand tu vois une salle de 500 personnes, tu fais toujours « What ?» mais du coup, tu le fais et ça se passe pas trop mal, quoi. Et justement, à propos de ton engagement partisan, comment est-ce que tu as rejoint l'engagement partisan ? Parce que je trouve que pour notre génération, c'est pas évident. On est vraiment d'une génération où les partis politiques, c'est pas le truc le plus hype. C'est pas ce qui attire nécessairement les foules, même pour les personnes qui veulent s'engager. Pourquoi un parti politique ? Pourquoi ? Alors, moi, je suis arrivée à Lyon pour le travail après mes études. Ouais. Et à ce moment-là... Tu travailles pour Handicap International. Ouais, à ce moment-là, je viens pour travailler pour Handicap International. Et à ce moment-là, c'est au lendemain de la démission d'un certain ministre, dont je ne prononcerai pas le nom, qui dit que les petits pas, ça suffit pas. Oui. Et à ce moment-là, moi, je me dis, OK, moi, je suis au max de mes petits pas. Ouais. Je fais du vélo, je me local, VG, vrac. J'ai l'impression d'être un peu au max. Je crois que la dernière poche, ça doit être l'avion que je prends encore un petit peu. Et vraiment, je me dis, OK, en fait, il faut un engagement collectif et un peu cette hyper-conscience du rôle que la politique peut jouer. Et je passe la porte de ELV, donc d'Europe Écologie Les Verts à Lyon, en disant un peu exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'ai vu les partis et les organes de jeunesse à Sciences Po. Et vraiment, ça t'a pas donné envie ? Ça m'a pas du tout donné envie. Donc je dis, franchement, les partis politiques, je trouve ça un peu nul. Du coup, vous avez quoi à me proposer ? Et là, ils me disent, bon, bah écoute, passe la porte, tu viens, tu vois, et si ça te plaît, tu restes. Donc quelque part, un truc avec beaucoup de libre arbitre, on n'a pas essayé de me convaincre. On m'a juste dit, bah viens voir si ce que nous on fait, ça te plaît. Et à ce moment-là, je m'engage pour les européennes. Je fais un petit tour côté désobéissance civile entre les européennes et les municipales. Et je reviens à fond sur la campagne des municipales. Et là, je découvre un collectif incroyable, quoi. Avec de la sociocratie, des élections sans candidat. Enfin, tu vois. C'est quoi des élections sans candidat ? Bah, c'est-à-dire que t'as pas de candidat pour désigner tes têtes de liste sur les listes d'arrondissement, parce qu'à Lyon, il y a des arrondissements comme à Paris. Et ça veut dire qu'en fait, c'est le collectif qui va désigner des personnes qui sont le plus susceptibles possible d'être la meilleure ou le meilleur maire d'arrondissement. Donc d'être la tête de liste pour mener campagne. D'accord. Et ça, je trouve ça super chouette comme concept. Et il y a plein de choses comme ça qui se passent, un super collectif qui se crée. Et là, du coup, ma vie part en cacahuète, comme j'aime dire. Puisque du coup, je finis par un peu changer de trajectoire pro, bosser avec les élus après les élections de 2020. Et puis jusqu'à me retrouver candidate pour les élections législatives. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y avait une dimension, encore une fois, de prise de parole ? Est-ce que tu t'exprimais beaucoup, peut-être en réunion avec le groupe, ou t'étais plutôt en retrait ? Je crois que je m'exprimais effectivement dans les réunions militantes, etc. Mais parce que j'étais dans un collectif bienveillant et qui laissait de la place pour tout le monde. Et j'ai toujours eu la chance dans mon parcours politique qu'en tant que jeune femme, on me fasse pas sentir comme si j'étais pas à ma place. Et ça, c'est hyper fort, de se dire ta parole est légitime, t'as toute ta place. L'expertise, c'est pas une question de nombre d'années, mais c'est une question de travail, de conviction, de place. Et donc, je m'exprime à ce moment-là. Je m'exprime après dans mon travail pro, mais plutôt dans ce qui va être de l'animation de réunions et dans les collectifs militants. Mais à nouveau, c'est pas encore cette dimension d'oratrice presque, tu vois, à la tribune, quoi. Ouais, mais la prise de parole, c'est pas que ça. Oui, c'est pas que ça. Mais c'est là où il y a quelque chose où je me dis... la première fois que je parle devant 300 personnes pendant le meeting de la campagne, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, tu vois. Donc, mais après, prendre la parole devant un groupe, animer, poser des intentions fortes, etc., ça, c'est quelque chose que je sais faire et qui me fait pas peur, pour le coup. Et justement, donc là, tu es plutôt en soutien parce que tu travailles pour le groupe écologiste, tu travailles à la mairie du 5e, donc tu es vraiment un appui pour les élus. Mais à un moment, tu te présentes aux élections législatives, tu te présentes sur ton nom. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça ? Pourquoi Quelle idée souvent, je me demande pourquoi, quelle idée. Non, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui viennent me dire « Tu sais, tu pourrais y aller ». Au moment où on commence à se murmurer, on commence à sonder un peu les candidatures en interne chez les écolos, on me dit, tu sais, tu pourrais y aller, t'as les compétences, tu connais bien le territoire.
Bon, je panique pendant un peu plus d'une semaine. Puis il y a aussi une question, un conflit de loyauté. Si tu te présentes, il y a le risque que tu sois élu, et donc ça veut dire que tu perds ta place dans le collectif local, où effectivement, comme tu le disais, quand tu es collaboratrice d'élu, bah, tu as un appui pour tout un tas de personnes. Et ça, c'est hyper difficile pour moi d'accepter, en fait, de lâcher une partie du collectif auquel j'appartiens, quoi. Même si, dans les faits, c'est pour le servir autrement. Donc ce qui me décide, c'est vraiment des personnes qui me font confiance et qui me disent tu pourras y aller. Et c'est aussi le fait que moi, pendant la campagne, je suis très investie dans les espaces en non-mixité, donc entre femmes, des candidates et des militantes. Donc comment est-ce qu'on se donne confiance, comment est-ce qu'on s'arme, comment est-ce qu'on se donne des outils pour se dire on lâche pas, on prend notre place, etc. Et là, je me dis, tu ne peux pas accompagner tout un tas de femmes et les booster et les engager à y aller. Et quand c'est ton tour, toi, te dire ah non, j'ai peur. L'eau, elle est trop froide, je peux pas. Et donc ça, c'est quelque chose, une forme de... Il y a plein de femmes qui le savent pas, du coup, mais à qui je dois le fait d'y être allée, parce que j'y suis allée pour elles aussi. Pour me dire, tu peux pas encourager d'autres femmes, et quand c'est ton tour, ne pas y aller. Et de se dire aussi, en fait, il y a pas assez de jeunes femmes de moins de 30 ans à l'Assemblée. Donc, à un moment donné, si tu vas pas pour toi, tu vas pour toutes les personnes que tu représentes aussi derrière, quoi. Et justement, le début de ta campagne, là, j'imagine que ça doit être complètement autre chose parce que tu t'adresses plus t'es plus juste au sein de ce collectif bienveillant qui t'écoute, etc. Mais là, il faut parler à tout le monde. Comment ça s'est passé ? Je crois que j'ai un souvenir assez mémorable de mon premier débat sur un plateau télé. D'accord. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent se souviennent, mais c'était le débat où il y a quelqu'un du Rassemblement national qui a montré une photo de sa femme. Ah oui, voilà, c'était ça. Moi, mon premier débat télé, c'était ça. Alors, est-ce que tu peux raconter précisément je crois que c'était pour prouver qu'il n'était pas raciste parce que sa femme était noire. C'est ça. Donc le candidat du Rassemblement national sur ma circonscription a montré une photo de sa femme noire sur le plateau, donc il l'avait ramené dans son petit dossier pour expliquer en fait aux personnes autour du plateau qu'il n'était pas raciste puisqu'il avait une femme noire. Incroyable. Très très gênant comme scène. Mais du coup voilà, il y a plein de choses comme ça auxquelles tu t'attends pas du tout. Je crois que le début de la campagne, ça se passe... Franchement, ça se passe bien, mais c'est tout un tas de premières fois. En gros, c'est du saut d'obstacle alors que t'as jamais passé un mur de plus de 15 cm, quoi. Ouais. Donc d'un coup, tu dois sauter beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Tu enchaînes, c'est un rythme qui est très soutenu. Et c'est comment est-ce que tu as très peu de temps pour te former aussi, parce que moi je crois beaucoup à la formation et je crois beaucoup, et je le dis parce que pour moi c'est important, tout le monde doit pouvoir être élu, même si on n'est pas justement, même si on ne se considère pas comme une bonne oratrice, on doit pouvoir y aller. Parce que l'Assemblée c'est la maison du peuple, et toutes les compétences qu'on n'a pas, on doit pouvoir les acquérir ou être bien entouré pour pouvoir y arriver. Et pour le coup, tu vois, c'est la question, est-ce que tu fais du media training ? Est-ce qu'on t'entraîne au débat ? Est-ce qu'on t'entraîne à la prise de parole ou pas ? Et c'est toutes ces questions, et en fait, t'as un temps très très limité pour faire tout ça, et en particulier pour des personnes qui font pas ça depuis 10-15 ans, comme c'est mon cas. Et oui, c'est ça, tu dois t'entraîner très vite, il n'y a pas de round d'entraînement. C'est-à-dire, la première fois que tu fais un débat, c'est un vrai débat, c'est on y va tout de suite. Comment t'as fait ? Est-ce que tu t'es entraîné ? Comment t'as fait pour monter en compétence assez vite pour pouvoir faire ta campagne ? Tu prépares en partie avec ton équipe, des gens qui t'accompagnent, etc. Et donc, ça aide, mais il n'y a rien qui te prépare vraiment à la mise en condition réelle, si je puis dire. Oui. Il y a rien qui peut te préparer, puis c'est le stress que tu as sur l'instant, que tu n'as pas forcément quand tu prépares, etc. Et moi, j'avais un espèce de défaut de bon élève assez insupportable, mais un truc un peu mécanique comme un robot. Tu vois, tu me posais une question, je reprenais la fin de la question et je déroulais mon truc. Je mettais pas d'émotion, il y avait rien, tu vois, tout était très ciblé, très cadré, parce qu'il y avait un espèce de truc de tu te raccroches au code. Donc si tu me disais c'est quoi la météo aujourd'hui ? Alors la météo aujourd'hui, tu vois, je reprenais vraiment le début. Il y avait pas d'émotion, mais tu connaissais la bonne réponse, quoi. Oui, mais du coup, c'était chiant à mourir. Parce qu'il y avait une espèce de linéarité, tu vois, c'était hyper plat. Mais par contre, je répondais, quoi. Et tu parlais de ton premier meeting devant 300 personnes. Comment tu l'as vécu ? Et c'était quand ? C'était un petit peu avant la fin de la campagne, 1 ou 2 semaines avant. Donc ça devait être début juin. Ce truc où tu te dis, on va mobiliser les troupes, on fait un super meeting. Moi, j'avais la chance de le faire avec Benjamin Badoir, qui était le candidat de la circonscription d'à côté, écolo aussi. Et franchement, faire une campagne en son propre nom, c'est assez dingue quand même. Et du coup, la faire à 2
avec un candidat de la circonscription d'à côté, il y avait un petit côté soutenant qui était fort appréciable. Et ce meeting, en fait, je crois que j'essaye souvent de travailler sur mon état d'esprit avant d'aller faire un meeting ou une prise de parole. C'est pas toujours facile, parfois t'es fatigué, Ouais. Le mental peut pas tout, entre guillemets. Mais là, pour ce meeting, je me suis dit, tu joues à domicile. La plupart des gens qui sont là sont bienveillants. Enfin, s'ils viennent te voir en meeting, c'est qu'ils ont quand même un a priori positif et qu'ils vont un peu voter pour toi à la fin. Ouais. Et du coup, je me suis dit, tu joues à domicile, essaye de t'éclater. Et du coup, ça s'est bien passé. Et donc, t'as été élue. Waouh. Oh, waouh. Et lors de ton premier jour en tant que députée, tu es arrivée avec... Et moi, je trouve que c'est un statement incroyable, un statement de mode. Tu es arrivée avec la robe que Cécile Duflot portait il y a quelques années quand elle s'est fait siffler par une partie de l'Assemblée quand elle était ministre, je crois. Elle était ministre. Elle était ministre. Pourquoi ce choix ? Donc, c'est un choix évidemment politique, hein, c'est pas un choix de chiffon, comme j'aime bien dire. Oui. En gros, il y avait plusieurs messages à faire passer avec cette robe. Le premier, c'était envoyer un signal fort de dire « Attention, les jeunes femmes élues féministes, on laissera rien passer ». Le deuxième, c'était à l'époque, on était encore dans la composition du gouvernement, et en fait, il y avait encore Damien Abad au gouvernement, qui est quand même accusé de viol, donc c'était une manière de dire « Hey, on demande la démission ». Et le dernier point, c'était ce côté s'inscrire aussi dans une lignée, en fait, de femmes politiques qui... si je suis pas très élaborée dans mon langage, je dis elles ont pris cher en fait avant nous quoi. C'était hyper compliqué pour elles et nous c'est encore difficile mais ça l'est moins et il y avait un peu aussi salué cet héritage en portant l'exacte même robe que portait Cécile Duflot il y a 10 ans et ce qui m'a touchée c'est qu'on voyait les anciennes de l'Assemblée, les femmes qui avant même que ça sorte dans la presse que oh my god c'était la robe de Cécile Duflot, tu sais qui me croisaient dans les couloirs et qui me disaient jolie robe. Donc c'était très fort et finalement qu'est-ce que je fais là, c'est de dire le corps, c'est un moyen, c'est un médium en fait, c'est un véhicule d'un message. Et puisque le corps des femmes est si critiqué, et si regardé, et si commenté, bah faisons-en un message politique. Alors tu dis que la génération d'avant, elles ont pris cher. Mais comment ça se passe pour toi aujourd'hui ? Parce que j'ose pas imaginer qu'il n'y ait plus de sexisme à l'Assemblée nationale, ce serait vraiment trop beau. Mais tu n'as pas entendu la nouvelle ? Ce serait le seul endroit de France, quoi. La difficulté aujourd'hui, c'est que c'est plus insidieux, en fait. Donc c'est un petit peu un paradoxe entre le fait que ça soit plus insidieux et le fait que ça soit beaucoup moins toléré si c'était frontal. En fait, je crois que c'est surtout ça. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on a eu des débats récemment où la présidente de l'Assemblée nous expliquait qu'en fait, il n'y avait plus de sexisme à l'Assemblée puisqu'il y avait une présidente de l'Assemblée, puisque c'est une femme qui préside l'Assemblée, il n'y a plus de sexisme. Et là, d'accord. Tu es un peu désolée, tu vois, tu as un peu envie de lui expliquer que les systèmes de domination, l'héritage culturel, social, des normes, il est là. Et c'est pas avec un petit coup de baguette magique et en mettant quelques femmes à des responsabilités clés que ça s'efface. C'est bien, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Et c'est quelque chose qui se fait sur le temps, et de toute façon, on est dans une assemblée où la parité a reculé. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux on est vraiment dans une culture où on le sent, quoi, qu'il y a une dominante masculine. On voit, et c'est très intéressant, c'est Politis qui a sorti un article il n'y a pas longtemps sur le fait que les hommes interrompaient beaucoup plus, qu'ils interrompaient beaucoup plus les femmes que les hommes. Et en fait, ça nous dit tout ce qu'on a à dire. Parfois, c'est vraiment, vraiment, vraiment rude, quoi. Il faut être accroché. Et moi, j'ai la chance d'être dans un groupe où on est à 58% des femmes. Donc, et ça change quelque chose. Franchement, dans la culture du groupe et dans comment se tiennent les réunions, etc., nous, on voit la différence parce que dès qu'on revient dans on va dire un cercle qui est à majorité masculine, on sent la différence, quoi. Donc ça, je trouve ça assez fort. Et heureusement qu'il y a la sororité en politique, même à l'Assemblée. Mais justement, tu parles des problèmes d'interruption. Je crois que Politis, il avait sorti que les femmes de la NUPES étaient interrompues 95% du temps par des hommes. Comment on se fait entendre quand on se fait interrompre tout le temps ? Et en gros, concrètement, toi, quand tu parles par exemple à la tribune, comment ça se passe quand tu te fais interrompre ? Parce que peut-être que ce qu'on voit dans les images filmées et ce que toi tu vas entendre, etc., ça va pas être tout à fait la même chose. Oui, il faut savoir que quand on regarde les débats à l'Assemblée, on entend quasiment que ce qui se dit dans les micros.
Ouais. Donc ça veut dire que toutes les interruptions, on ne les entend pas. Par contre, on les retrouve au compte-rendu parfois. Moi, quand je suis au perchoir, donc à l'endroit qui est un peu surélevé où on parle à tout le monde, je m'emploie à ne pas répondre aux interpellations des uns et des autres. Et après, c'est des stratégies en fait que tu mets en place. Et on n'a pas toutes les mêmes. Je sais que moi, je fais attention à bien parler du ventre, à pas monter dans la gorge, parce qu'en fait, les micros sont pas du tout réglés pour nos voix, donc dès qu'on monte dans les aigus... C'est-à-dire les micros sont pas réglés pour nos voix. Est-ce que tu peux un peu développer? C'est-à-dire que les micros de l'Assemblée sont réglés sur des fréquences d'hommes, donc des fréquences beaucoup plus graves. Évidemment. Quand je dis que le costume est taillé par et pour les hommes, c'est aussi à ça que je pense. Et donc, dès qu'on monte dans les aigus, nos aigus, ils sont décuplés, quoi. C'est horrible. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, on n'a pas toute la capacité de parler avec des voix plus basses. Et moi, je le vois... parfois, quand je m'énerve ou que je suis stressée ou qu'il y a plus d'émotions, on le sait, ça monte dans les aigus. Et c'est suramplifié par les micros, donc ça crispe tous ces mâles un peu choqués qui du coup s'excitent, interpellent, etc., etc. Et c'est très compliqué, quoi, de se dire on peut pas parler tranquille. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène de protection mutuelle. Donc quand tu parles au micro dans les travées ou au perchoir, si tu te fais trop interrompre, en général, t'as toujours des copines qui se mettent à gueuler et qui engueulent ceux qui interrompent pour dire en fait ça suffit, vous la laissez parler, quoi. Donc quand je dis qu'on compte les unes sur les autres, c'est au sens littéral du terme. Ouais. C'est beaucoup plus mouvementé que ce qu'on peut voir dans les images à la télé finalement. Oui, et puis après on voit qu'en plus il y a des personnalités qui cristallisent encore plus. Enfin, il y a certaines femmes, notamment à gauche, où vraiment... les députés hommes se croient tout permis, quoi. Ils peuvent interrompre comme ils veulent, etc., etc. Et ça, c'est inadmissible. Et souvent, la présidence de séance a pas du tout le réflexe de dire, pardon, mais on écoute l'oratrice. Et après, ils viennent nous dire, non, mais c'est pas parce que c'est une femme. C'est parce que c'est telle personne et qu'on n'est pas d'accord sur le fond. Ah oui. Et tu dis, oui, statistiquement, je crois qu'il y a un sujet, quoi. Oui, et puis la nature de ce qu'on va leur dire. J'ai un exemple qui me vient en tête spontanément. C'est, je ne sais plus quel député avait traité Mathilde Panot de poissonnière. Poissonnière n'est pas une insulte. Oui, c'est ça. Non, mais c'est genré, mais ils te diront que non. Et tu le vois aussi on nous dit de tenir nos nerfs, de cacher d'arrêter avec nos émotions, d'aller prendre une tisane. C'est lunaire, quoi. Et pour moi aussi, la violence que, en tant que femme politique, vous recevez, c'est pas que celle qui existe dans l'hémicycle, mais c'est aussi celle que vous pouvez recevoir de partout, finalement. Et j'ai vu que les députés ES écolo avaient ouvert un compte Instagram Balance ton intimidation, où vous postez les insultes sexistes que vous recevez, qui sont mais vraiment hyper violentes. Et... J'ose même pas les répéter tellement c'est horrible. Est-ce que le niveau de violence, toi, ça t'a surpris ou c'est quelque chose auquel tu t'attendais? Le fait que j'ai pas mal animé de temps en non-mixité et que j'étais au bureau de la commission féminisme de LV, j'en avais conscience. Et tu voyais qu'il y avait certaines femmes qui étaient particulièrement exposées. Mais très franchement, je pensais pas que quelque part, une bébé députée, une nobody, quoi, puisse en recevoir autant si vite. Et là, c'est assez intéressant, entre guillemets, parce que vraiment, ça s'intensifie, un truc de dingue, quoi. Ah oui. Et en fait, tu vois que quand tu es tombé un peu dans les radars, notamment de l'extrême droite, ça s'est décuplé. Et donc, j'avais conscience que c'était quelque chose qui allait arriver. Je pensais pas que ça arriverait en si grosse vague et si vite. Et je pensais peut-être pas que le registre du viol et vraiment des violences sexuelles serait autant mobilisé dans les insultes. Et en fait, ça l'est énormément. Et c'est une violence qui est encore autre. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a créé ce compte, moi, je reçois beaucoup de messages d'hommes, notamment, qui n'avaient pas conscience qu'en tant que femme, on pouvait être exposé à ça, à ce degré de violence, quoi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois, la différence, c'est que toi, tu répètes pas les propos. Moi, je me suis retrouvée en plateau avec des journalistes qui voulaient parler de ça et qui te relisent
les messages que tu as reçus. Et bien moi, tu fais, alors toi, tu n'as jamais été exposée aux violences sexistes et sexuelles, je peux le dire. Tu vois, ce truc de... J'avais pas besoin de les réentendre, en fait. Et la plupart du temps, soit on bloque, soit ce sont nos équipes, en fait, qui gèrent et qui viennent pas nous dire tous les 3-4 matins tous les messages de haine qu'on reçoit. Parce qu'en fait, ce serait trop impactant. Bien sûr, en termes de santé mentale, ce serait beaucoup trop impactant. Moi, j'aimerais aussi qu'on parle de ton action de députée. Je vais commencer par une question volontairement naïve, mais qui, ces derniers mois, m'a sincèrement trituré l'esprit. À quoi ça sert de prendre la parole dans l'hémicycle si à la fin, il y a un 49.3 comme ça arrive toutes les semaines apparemment? Oui, c'est-à-dire qu'au 10e, on a une pizza gratuite. Non, nous n'avons pas de pizza gratuite. Je dirais que... On se pose la question, hein, et c'est vraiment quelque chose qui nous a interrogés. Et typiquement, moi, tu le disais, je suis commissaire aux affaires sociales, donc j'ai beaucoup travaillé sur le budget de la sécurité sociale. Un truc énorme. On y passe des jours, des nuits en commission, avant que ça arrive dans l'hémicycle, et on s'est pris plusieurs 49.3 sur le budget de la sécurité sociale. Et là, t'as bossé comme une dingue. Et moi, c'est une question que j'ai posée au gouvernement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les Français vont se dire à quoi ça sert d'aller voter puisque de toute façon il y aura 49.3. Qu'est-ce que tu t'en fiches de qui va bosser sur tes lois puisque de toute façon c'est le gouvernement qui va décider. Et je l'avais dit, enfin je suis assez remontée, je suis assez en colère de manière générale face à ça. Ça a du sens parce que, et c'est quelque chose qui s'applique aussi dans tous les espaces où tu n'es pas majoritaire finalement, ça a du sens parce que si tu n'es pas là pour porter ta voix, il n'y a personne qui le fera à ta place. D'accord. On représente des gens, en fait. Nous, élus de gauche en minorité à l'Assemblée, on représente des gens et on doit pouvoir faire entendre leur voix. On a été élus sur un programme et même si on n'a pas de pouvoir décisionnaire opérationnel derrière, on doit pouvoir porter ces voix-là. Et moi, je rajoute une dimension qui m'a beaucoup aidée à tenir, notamment justement septembre, octobre, novembre, quand on a un petit peu enchaîné sur les 49.3, c'est la question des représentations. Je représente des femmes de moins de 30 ans, féministes, écolos, LGBT. Et du coup, il y a ce truc de se dire, ces voix-là, elles doivent être portées aussi. Et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient, merci, on se sent enfin représenté à l'Assemblée. Et pour moi, ça a du sens de porter cette voix-là. Et quand c'était très difficile, je me disais, même si on gratte que des miettes sur le plan législatif, en termes de représentation, ça a un impact. Et de jeunes qui disent moi je m'intéressais pas à la politique mais maintenant je m'y intéresse parce qu'en fait c'est vous et ce que vous représentez qui m'ouvre cette porte-là. Moi je dis toujours mon rôle c'est de tenir la porte ouverte pour que d'autres puissent entrer après moi et qu'on finisse par être majoritaire et qu'on puisse en fait impulser un changement culturel dans les institutions politiques. Oui, et puis moi je trouve ça très cohérent par exemple avec le discours qu'on a écouté au début où tu choisis de faire entendre la voix de tes électeurs et de tes électrices. Et des personnes qui t'interpellent, qui interpellent le gouvernement par ton biais. Des citoyens et des citoyennes. Et je pense que c'est vraiment notre rôle. Et c'est pour ça qu'il y a une grande importance à pas rester enfermé à Paris, à faire bien les allers-retours entre la circonscription et l'Assemblée, et à toujours se dire tu es redevable de ces personnes. Et en fait, tu n'existes que pour elles et par elles dans le mandat politique. Donc à partir de ce moment-là, c'est là que ça doit être ta boussole. Et il y a aussi un sujet sur lequel tu t'es beaucoup exprimé, c'est tout ce qui va relever de l'égalité femmes-hommes. Avec, par exemple, justement, l'exemple que je voudrais prendre, c'est la constitutionnalisation de l'IVG. Et je voudrais savoir quelle a été ton expérience de convaincre sur ces sujets-là, parce que l'Assemblée nationale a voté la constitutionnalisation du droit à l'avortement, puis le Sénat l'a voté aussi, mais en modifiant la formulation. Je ne sais pas exactement ce que ça change, parce que je ne suis pas experte en droit constitutionnel, mais en parlant de liberté, je crois que ça change des choses. Je ne sais pas quoi. Et donc là, c'est un sujet sur lequel les députés de gauche ont réussi à convaincre, à faire avancer les choses. Et je voudrais savoir quelle a été, toi, ton expérience dans cette histoire. Le rôle qu'on a pu avoir, nous, députés, et notamment députés écolos, ça a été notamment un vrai soutien à notre collègue sénatrice Mélanie Vogel, qui, elle, l'a porté au Sénat, qui est clairement une terre beaucoup moins progressiste politiquement. Moi, je dirais qu'à l'Assemblée, je dirais pas que c'était acquis,
Mais en tout cas, quand tu es élu à l'Assemblée, le coût politique de voter contre, il est beaucoup plus élevé qu'au Sénat. Donc on savait qu'à l'Assemblée, on trouverait une majorité sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Notre rôle après, c'est de soutenir en fait les assos. Puisque celles qui mènent aussi le combat très fortement, ce sont les associations. Moi, je donne toujours cette image, c'est que les députés, notamment d'opposition, on est comme une flèche, et l'arc qui nous propulse, c'est la société civile. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas la société civile à l'extérieur pour faire monter les sujets, la flèche, elle loupe la cible et elle s'effondre, quoi. Donc, systématiquement, on doit toujours être en relais des associations, de leurs demandes, etc. Et là, sur le droit à l'IVG, ça marche, ça monte et c'est très bien. Et ça s'appuie aussi sur une espèce de coalition politique à l'Assemblée. Donc nous, on a eu ce rôle de soutien. Et après, c'est clair que c'était hyper fort. Enfin, de se dire, t'es militante féministe et t'as la chance d'avoir tes fesses posées à l'Assemblée et de pouvoir appuyer sur le bouton pour voter la constitutionnalisation du droit à l'IVG. C'est hyper, hyper, hyper fort. Après, comme tu disais, il faut qu'on aille plus loin. Et maintenant, la responsabilité est entre les mains du gouvernement et du président de la République pour qu'il propose un projet de loi qui soit adapté et qui aille plutôt du côté du droit plutôt que du côté de la liberté, donc en tout cas qui choisisse un peu plus la formulation de l'Assemblée plutôt que celle du Sénat. Et le risque qu'on identifie aujourd'hui, c'est que le gouvernement risque de vouloir faire passer la constitutionnalisation du droit à l'IVG dans une révision constitutionnelle qui va être plus large. Et on a un petit peu un pressentiment qu'il y a plein de choses avec lesquelles on ne va pas être d'accord là-dedans. Depuis l'apparition du droit à l'IVG en France, avec Simone Veil qui l'a fait voter contre son camp, puis jusqu'à aujourd'hui, la constitutionnalisation, je vais poser une question, mais volontairement de féministe naïve et optimiste. Est-ce que tu penses que c'est des sujets qui peuvent devenir consensuels ? Sport. Consensuel. Non, mais en fait, j'ai pas besoin de réfléchir à ma réponse. La réponse est non. D'accord. La réponse est non parce qu'on remet en cause l'ordre établi et qu'on bouleverse un rapport de pouvoir et de domination des hommes sur les femmes. C'est pas très optimiste ce que je dis. Non. Mais après, consensuel, c'est non. Il y aura toujours des gens qui seront contre sur une partie des sujets d'égalité. Sur les trucs les plus doux, ça pourra passer, du genre l'égalité économique, etc., ça pourra passer. Mais sur les sujets qui vraiment vont toucher aux privilèges et qui vont remettre en question le rapport de domination, on aura des résistances et c'est normal. L'idée, c'est pas que ce soit consensuel, c'est que le coût politique de s'y opposer soit tellement grand que les gens ne puissent plus le faire de manière frontale. Et est-ce que toi, quand tu défends ces sujets d'égalité femmes-hommes, où tu dis que tu peux trouver des alliés, parce que le coût de voter contre à l'Assemblée, il est fort, où donc tu peux trouver des alliés en dehors de ton propre camp politique, et où du coup, tu n'es plus juste dans cette... Il n'y a plus juste l'exigence de représenter les gens qui t'ont élu, tes électeurs, tes électrices. Est-ce que tu as l'impression peut-être d'argumenter différemment ou d'aller essayer de t'adresser aux différents camps ? Oui, c'est clairement stratégique. C'est comment est-ce que tu te crées une crédibilité aussi sur les sujets d'égalité. Et là, moi, je crois que c'est bon. Au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois de mandat, je crois que c'est acquis. En tout cas, au sein de ma commission, je pense que quand je prends la parole sur ces sujets-là, les collègues de la majorité et de la droite reconnaissent que je fais pas de zèle, entre guillemets. Ce qui est intéressant, moi je l'ai constaté sur le budget de la sécurité sociale, par exemple. J'ai eu des amendements qui ont été votés par des gens de la majorité et de la droite, parfois contre l'avis du gouvernement. Et là, d'accord. Tu te dis, chapeau. Donc, et là, ça se passe où, en fait, quand tu les convaincs là-dessus ? C'est en commission ou c'est dans l'hémicycle ? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont voter contre l'avis du gouvernement ? En commission. Là, pour le coup, c'était en commission, puisqu'après, on a eu 49.3, donc on n'a pas débattu du reste du texte, mais c'était en commission. Après, il y a un travail où, effectivement, tu vas aller parler à tes collègues en amont de la commission, dire « Attention, j'ai cet amendement, je le trouve assez raisonnable, on ne demande pas la lune, est-ce que vous seriez prêts à le voter ?» Et ce qui est intéressant, c'est que soit parfois ils le votent, soit parfois ils s'abstiennent. Et à la fin, ils viennent te voir, ils font « T'as vu ? J'ai voté ton amendement. » Tu regardes, tu fais
Charles, tu t'es abstenu. Mais en fait, l'abstention suffit pour faire passer les voix, tu vois. Et donc, oui, indirectement, ils ont contribué à ce que ton amendement soit adopté. En prenant peut-être un peu moins de risques politiques. Voilà, c'est ça. Parce qu'évidemment, ils sont sujets à risque politique en votant contre le gouvernement. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et là, je vais prendre un exemple encore plus récent qui est la proposition de loi pour améliorer la prise en charge des fausses couches. Moi, je défendais le congé fausse couche. Le gouvernement nous a donné la levée de carence pour les jours d'arrêt maladie. Et moi, j'ai essayé d'expliquer à la majorité et au gouvernement qu'il nous fallait les deux, que les femmes aient le choix, que automatiquement tu as le droit à un congé fausse couche, mais que sinon tu vas voir ton médecin et il te fait un arrêt maladie. Et c'était très intéressant parce que j'ai vraiment essayé de convaincre mes collègues, hein. J'ai mis beaucoup de cœur. J'ai pas gagné à la fin, mais j'ai quand même eu des collègues, et là pour le coup c'était en séance, entre la commission et la séance, donc la séance c'est dans l'hémicycle, qui soit se sont abstenus, n'ont pas voté, parce qu'ils n'assumaient pas de voter contre mon amendement sur le congé fausse couche, soit j'ai quand même eu des collègues de la majorité qui ont voté pour. D'accord. Qui ont été convaincus avec après nos débats, après nos échanges, qui ont été convaincus et qui se sont dit bah oui, elle a raison, il faut que les deux soient possibles. Et j'ai même une collègue de la majorité relative, donc pas de Renaissance mais d'un autre groupe rattaché à la majorité, qui a pris la parole dans l'hémicycle pour dire en arrivant sur ces débats, je pensais que la levée des jours de carence pour l'arrêt maladie, c'était suffisant. Après nos débats, je pense qu'il faut les deux, donc je soutiendrai l'amendement de Madame Guérin. Et là, je fais bon, on gratte des trucs. Mais comme quoi, il y a des sujets où on peut aussi convaincre des personnes qui sont dans l'hémicycle, élues pas du tout sur la même ligne politique que nous, quoi. Je pense que c'est rare quand même. C'est très très rare et je crois que l'égalité, c'est probablement le sujet. L'égalité femmes-hommes, c'est le sujet sur lequel on pourra... enfin, ce que je dis, on peut construire des coalitions et des alliances pour aller dans le bon sens. Mais bon, tu vois, c'est des petites voix que t'arraches tout doucement, ouais. Quoi. Et enfin, Marie-Charlotte, ma toute dernière question. Quel est ton meilleur conseil de prise de parole ? Je crois que ça tient beaucoup à la légitimité. Moi, le conseil que je donne beaucoup, que j'ai pas mal donné quand j'animais des cercles en non-mixité, c'était de dire aux femmes, tu rentres dans cette pièce et tu te dis que tu es légitime. Tu as toute ta place, tu as le droit d'être là, tu es compétente pour être là et ta voix vaut pas moins que celle des autres personnes dans la pièce. Et je trouve que ça demande un peu un espèce de... Faut se pimper, quoi, mentalement. Mais je crois que ça permet en tout cas de changer ta posture et de se dire, je ne suis pas une proie. Quand je prends la parole, je suis juste une personne parmi les autres et qui vaut autant que les autres. Et cette voix, elle doit être entendue, elle peut être entendue. Et ça permet, je pense, de relativiser le stress, de te mettre dans un état d'esprit un peu de... Je suis compétente. Et 3, je crois que ça fait un espèce d'effet, une prophétie autoréalisatrice où de facto, tu te sens beaucoup plus puissante dans ta stature et ta posture. Et donc, ce que tu vas dire va être beaucoup plus puissant. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Merci beaucoup. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'Éloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.